Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec le coup de gueule de Nicolas Bonal. Je suis Gilbert Dawed d'Avatar Édition et notre émission d'aujourd'hui s'intitule, en fait, c'est deux titres en un, Kubrick et Delon, le nouveau virus arrive. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque de YouTube, d'Odyssée et de X. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, suivre sur X, la cloche des notifications et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Café, on commence. Alors, Nicolas, vu que l'actualité oblige, on va avoir deux thèmes aujourd'hui. Un sur Kubrick et Delon et un sur le nouveau virus. Oui, l'an dernier, on a fait Kubrick et Gabin, et cette année, on va faire Kubrick et Delon. Et en fait, on sait qu'ils jouent dans le même film qui s'appelle Mélodie en sous-sol. Et ce film m'a fasciné et je l'ai utilisé comme couverture parce qu'au début, on découvre la ville nouvelle. C'est un thème d'ailleurs qui va nous relier à l'Angleterre, au feuilleton anglais et à ce qui se passe en Angleterre maintenant. On a eu un agenda totalitaire qui s'est mis en place après la Deuxième Guerre mondiale de créer des villes nouvelles partout. L'architecte en Angleterre s'appelait Abercrombie. Il a aussi travaillé à Chandigarh avec Le Corbusier. Il a travaillé avec d'autres pays, même avec l'Éthiopie. Et donc, la population nouvelle, c'est un thème important. Alors, avant qu'elle soit remplacée ethniquement, elle a été remplacée culturellement et j'allais dire ontologiquement. Alors, on parlait hors antenne de ce dont on va parler. Bon, alors là, on a quand même Jean Gabin qui cherche sa rue, il ne la trouve plus, il est à Sarcelles. Et on a une musique géniale de Michel Magne. La ville a été rasée par les gaullistes, rasée, et ils en ont fait une nouvelle. C'est Sarcelles, ville nouvelle. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Et alors, dans le film Mélodie en sous-sol, Delon incarne le monde moderne, un petit peu d'ailleurs le même rôle il aura avec Verneuil et Gabin dans Le Clan des Siciliens, qui est un film que j'aime beaucoup. Dans Le Clan des Siciliens, j'aime beaucoup la vue de l'endroit où travaille la sœur de Delon, qui commençait est un gangster qui veut la revoir. Et puis, la sœur travaille dans un énorme drugstore. Je crois que c'est à Nanterre, mais je ne suis pas sûr. Enfin, une de ces banlieues qui se ressemblent toutes autour de Paris, déjà. Et on a déjà une France qui a perdu complètement son autonomie. Elle est complètement américanisée, son originalité, sa culture. Donc, on est passé des années 50 aux années 60 comme ça. Et on a créé un monde nouveau dont font partie nos deux idoles, Delon et notre ami Belmondo. Ce qui est intéressant, c'est que je montrais encore Gabin. On a vu que Gabin, c'est un acteur ancienne école, c'est la France d'avant. Et ça a duré jusqu'au bout de sa carrière, même s'il est mort trop jeune, hélas, à 70 ans en 1974. Ventura aussi, c'était un homme d'avant. Et il a fait de très bons films encore dans les années 70. Je pense qu'il a fait un des chefs-d'œuvre du cinéma, je pèse mes mots, pas en termes de qualité de film, mais en termes d'intérêt ontologique. C'est un film qui est lié au terrorisme, à l'eschatologie, à la destruction des églises, à l'écroulement des gratte-ciel et au feu nucléaire. Donc, il ne peut que nous intéresser. C'est Medusa Touch en anglais et en français, c'est La Grande Menace. On a les deux plus grands acteurs de l'époque, donc Lino Ventura et notre ami Richard Burton. Donc, on peut voir que les très grands acteurs comme eux ont continué leur carrière jusqu'à la fin. Maintenant, hors antenne, on disait toi et moi, Delon et Belmondo, acteurs zombies depuis les années 80, voire peut-être même dès les années 70. Je me souviens, j'avais 15 ans, je suis allé voir avec ma mère à Monaco L'Homme pressé. On a été très choqués. On n'a pas du tout aimé le film. Moi, je ne suis plus jamais allé voir un film de Delon. Après, il a fait plein de bidons avec des filles qui avaient le tiers de son âge, comme Fiona Gélin ou Anne Parillo, le tiers de son âge ou le quart, je ne sais plus. Et puis ensuite, il est revenu de temps en temps, genre le grand retour de Londres, puis ça donnait strictement rien pour le public. Je me souviens qu'ils ont fait un film, tu te souviens, je ne sais même pas le titre, avec, je ne suis pas allé le voir évidemment, il y avait un lancement au cinéma, j'allais voir comme tout le monde un film américain. Il y avait un film avec Delon, Belmondo et Vanessa Paradis. Ah oui, c'est vrai. Genre, elle avait deux pères. Flop total, je crois que le film avait coûté une fortune, hein, 30 millions d'euros de l'époque, 200 millions de francs. On leur avait donné à chacun des deux vieux 15 millions, 8 millions à la gosse. Flop total. Le film était réalisé, me semble-t-il, par le compte le réalisateur des Bronzés. Donc on a des gars qui sont en fait des zombies depuis les années 80, et moi c'est ce que j'ai dit hier sur le blog et j'arrête pas de le répéter. Le cinéma français est mort, je pense, le jour où Jack Lang est arrivé au pouvoir avec Mitterrand, c'est-à-dire qu'il est passé sous contrôle étatique, gauchiste, libertaire, tout ce qu'on voudra, mais surtout fonctionnaire.
C'est moi qui distribue le pognon, comme en Union soviétique. Mais en Union soviétique, on faisait des chefs-d'œuvre. D'ailleurs, avec ma femme, on a écrit un livre sur le cinéma soviétique, du point de vue du cinéma des enfants et du cinéma folklorique, et je l'ai remis dans mon recueil sur le cinéma et le paganisme. Et en France, non, on est allé vers, comme disait Guy Millière, la culture du navet. C'est le Oui, seul secteur qui accepte aussi la préférence nationale, parce qu'ils acceptent oui. l'argent de Alors l'État. à l'époque, il y avait cette marotte de l'exception culturelle française aussi. Moi, je veux bien qu'il y ait une exception culturelle quand tu es le pays de Voltaire, quand tu es le pays de Rousseau, quand tu es le pays de Duvivier, quand tu es le pays de Jean Renoir. Et les Américains aussi. Les Américains, dont il faut arrêter de dire du mal, on va dire du bien de Clint Eastwood dans quelques secondes. On peut aussi remercier le Congrès américain qui a remis Thierry Breton à sa place. Heureusement qu'ils sont là, les Américains. Parce que sinon, on aurait le terrorisme intellectuel genre Lula ou socialiste encore plus fort en France. On est encore protégé un peu par le parapluie non pas nucléaire, mais culturel américain. Alors évidemment, eux aussi sont sous la menace de la même force qui anéantit la France depuis 40 ans. Parce que moi, j'ai l'impression que Mitterrand était le premier Biden de plus en plus. Mitterrand était le premier Biden, il était tout le temps malade, on savait plus ou moins ce qu'il faisait. Le régime était extrêmement autoritaire, il était entouré de tous les gauchistes culturels possibles et imaginables. Et il était entouré de tous les étatistes et de tout l'appareil totalitaire Et européen. Lui jamais élu. qui a mis ça en place et ça n'a fait que s'accélérer après parce que Chirac n'a été qu'un Mitterrand bis qui est intervenu à l'époque de la mise en place de l'euro. Donc la catastrophe a fondu à ce moment-là sur la France. Et tous ses conseillers n'ont jamais été élus à Mitterrand. Attali Non, non, et non, tout. non, non. Et puis alors, on a quand même Mitterrand et Attali. C'est quand même énorme, hein. C'est quand même énorme. Alors Mitterrand, le grand initié, voilà. Alors, on en reste sur Delon. Delon, on a des petits films. Moi, Le Guépard, oui, parce qu'il faut que tout change pour que rien ne change. On en revient à ce qu'on disait l'autre jour, l'intelligence politique des Italiens. C'est typiquement une phrase italienne. On a la mise en place de la République en Italie ou de la monarchie constitutionnelle. Et puis, au bout de 5 ans, c'est un désastre. Et celui qui en parle le premier, c'est Bakounine. J'ai fait un texte dessus qui avait été repris en Italie par nos amis de Comme et Don Quichotte et par mon ami Maurizio Blondet. Il écrit dans un canard suisse, je crois, Bakounine à la place en français à l'époque, et puis il dit 5 ans après l'unité italienne, on voit le désastre. Ils n'ont pas attendu longtemps, et 160 après, hein, c'est toujours le désastre, l'Italie. Mais bon, je reconnais que Mélanie surprend agréablement, elle est quand même beaucoup moins bête que ce qu'on disait, elle est beaucoup plus maligne que les souverainistes et que les brexistes. On a vu où ça les a menés, le Brexit. On va revenir dessus avec Kubrick quand on va parler d'Orange Mécanique. On a vu où ça menait le Brexit, on a vu où ça mènerait le Frexit. À mon avis, ça mènerait pas très loin non plus, hein. Il faut arrêter de nous prendre pour des neuneux. Et on a vu que l'Italie a toujours maintenant un énorme potentiel d'analyse intellectuelle, culturelle, comme le montre notre ami Stöckers dans son Eurosynergie. La moitié des commentateurs sont italiens, ils sont extrêmement brillants. Ce qui s'est passé avec l'Italie ne s'est hélas pas passé en France, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune intelligence en France. C'est un peu comme chez les acteurs. On a vu Bardella. Bardella, c'est la France compte je compte les médailles, je compte les médailles, je compte les médailles, je compte les médailles. Ça n'est que ça depuis un mois. Il s'en fout. Il n'a pas compris d'ailleurs que c'est la fin des Jeux Olympiques. Quelqu'un n'a pas dû lui dire. Et il compte encore les médailles. Ça, c'est ce qu'on a à offrir comme extrême droite à l'électorat. Alors évidemment, Macron s'amuse, hein, il va pouvoir rester au pouvoir et les autres jouent encore au galet ou en se prenant pour le nageur Léon Marchand, là, ils vont pouvoir continuer à s'amuser. Les équipes techniques de Macron au pouvoir qui ont fait un tel bien à la République et à sa trésorerie. Donc, comment il s'appelle Delon, il y a les films avec Visconti, moi qui ont compté, Rocco et ses frères, même si franchement c'est un film dur à regarder hein, et à revoir qui avait eu un succès colossal, je crois, l'an dernier, à l'époque Gilbert. Colossal, c'est incroyable. On ne comprend pas pourquoi les gens allaient voir ça. C'était tellement dur comme histoire. Mais le public était de meilleure qualité que ce qu'il est devenu. Et puis, il y a évidemment Le Guépard. Donc, Le Guépard, c'est le grand chef-d'œuvre de Visconti avec une photographie admirable tournée dans tes parages en Sicile. Et évidemment, avec toute la méditation sur la fin de la société aristocratique et l'avènement d'une société nouvelle, là encore, comme dans Mélodie en sous-sol, dont j'ai parlé déjà, incarné par Delon. Et ce Delon va être un leader patriotique, nationaliste, italien, féroce, qui va être méchant avec le peuple, et méchant avec les républicains, et qui va être antisocial. Alors qu'on voit que chez Visconti, il y a une réflexion plus, pas pro-féodale, ça serait aberrant, d'autant qu'il était marxiste, mais affectueuse, cariñosa, comme on dit en espagnol.
vis-à-vis de cet homme féodal qui a un attachement avec les gens. Et personnel, charnel, on allait dire, qui vient de sa culture et de la civilisation féodale, qui a eu ses défauts et aussi quelques qualités. Et le thème est d'ailleurs très tocquevillien. Tocqueville, dont j'ai publié un recueil sur mes textes de Tocqueville, malheureusement, je ne l'ai pas là. J'ai publié un recueil sur Tocqueville, il le dit Tocqueville, la nouvelle caste qui arrive au pouvoir et qui sera industrielle sera beaucoup plus dure que l'ancienne. Et en effet, on s'est pris les guerres mondiales, on s'est pris les usines, on s'est pris les villes ouvrières, on s'est pris toute l'horreur du monde moderne avec comme résultat le communisme et comme compromis catastrophique le socialisme. Le socialisme, on l'a dit la dernière fois, c'est Roberto Michels, encore un Italien qui a tout compris. C'est les élites progressistes qui bloquent le mouvement ouvrier, qui le contrôlent et qui s'entendent avec les forces d'argent, le capital apatride. Et ça, c'est ce qui dirige l'Occident depuis 140 ans, et tout le monde s'en fout maintenant, c'est très bien. On a Mélenchon d'un côté et on a Bolloré de l'autre, ou si on veut, on peut parler de Bouygues, ça sera plus sympa, ou de gens comme ça, et c'est ça qui dirige. Et puis finalement, ils ont réussi à contrôler une population qui est de plus en plus abétie, comme le montrera Kubrick dans Orange Mécanique. Donc ça, c'est les deux grands films de Delon. Et après, les films français, bof, bof, bof. On nous parle tout le temps, par exemple, des crétins, des salauds, les responsables de tous les maux, c'est les boomers. Moi, je ne suis pas d'accord. La révolution culturelle, elle a eu lieu avant. C'est les gens nés dans les années 30 ou même dans les années 20. Si on prend Boris Vian, c'est déjà un boomer, c'est déjà un festif, un fêtard. Il est né en 1920, Boris Vian. Il s'amuse avec les Zootsuit et avec les musiques black dès les années 40. Il faut arrêter de nous broncher avec les années 60, 70, avec les boomers. On a Belmondo et l'autre. Bon, Belmondo a beaucoup plus de talent. C'était un tout-terrain comme acteur. Il a quand même fait les immenses films avec Godard, qui est un génie du cinéma, quoi qu'en pensent certains. Et on a chez Delon beaucoup moins à se mettre sous la dent, sauf Nouvelle Vague, qu'il a fait avec Godard en 1990 et que Parvulesco a adoré. Moi, j'ai essayé de le revoir hier. Je crois qu'avec ma femme, on a tenu 10 minutes et puis on s'est remis un chapeau melon botte de cuir parce que quand même, il ne faut pas exagérer. Chapeau melon botte de cuir, il y a beaucoup à dire sur chaque épisode, hein. C'est un feuilleton absolument passionnant. Ça ne m'étonne pas que ça m'ait fasciné à 10 ans quand je suis arrivé en France. Donc, Delon, on a peut-être le samouraï, l'homme moderne fatigué, le gars un peu trop mec pour son trench coat parce qu'il jouait au dur, mais il n'avait pas du tout le physique. C'était pas Clint Eastwood. Et il y avait cet aspect tristesse des années 60 qu'on voyait souvent dans les films avec Delon. Et on voit une humanité déjà déchue, fatiguée, à l'image un peu de sa vie sentimentale ou de sa vie matérielle. Et puis, on ne sait pas sur quoi ça débouche. Alors lui aussi, tout le monde est à plat ventre parce que soi-disant, il était de droite. Il a parlé de ses amis Roger Hanin et c'est Serge Demeckès qui me l'avait dit, Anne Sinclair en direct à la télé. Il a fait ce film ridicule avec Bernard-Henri Lévy, puisque tu me disais qu'à la télé, c'est l'ex-femme de Bernard-Henri Lévy qui est venue en parler, qui était aussi une actrice de Romer. Et tous ces gens qu'on pensait de droite n'ont jamais fait grand-chose de droite, je suis désolé. Sonzoro était d'extrême gauche, Borsalino était d'extrême gauche. Ça se voulait une espèce de métaphore contre l'arrivée du fascisme en France, venu d'Italie, et c'était fait avec Belmondo. Et Belmondo, l'année d'après, avec Alain Resnais, qui incarne totalement le cinéma totalitaire républicain, il a fait Stavisky. Donc moi, je veux bien qu'on joue à un mec de droite, mais on va le faire, filme pas le film, hein. Après, Belmondo a fait des films avec Audiard. Ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est la culture Audiard. On sort de là. Et même Audiard a baissé, hein, sur la fin, de toute manière, parce que tu ne peux pas résister au Kali Yuga, hein. On en a assez parlé. Le phénomène Delon s'est épuisé ensuite dans les années 70. Il a disparu dans les années 80. Belmondo, lui, a fait son dernier film important, Le Marginal. C'est encore du travail de Audiard. À l'époque, il a été traité de poujadiste. Comme je dis dans le livre, c'était un film en fait d'extrême droite. C'est un des très rares films d'extrême droite français, comme La Horse avec Gabin, tourné dans les années 60 avec Marc Porel, encore un acteur de Visconti d'ailleurs, hein, c'est assez marrant. Donc, on a des personnages qui ne sont pas très fameux, qu'on a montés en épingle, et alors là, je voyais sur Delon, c'était sa vie sexuelle ou les femmes de sa jeunesse. Mais attendez, les gars, c'était il y a 70 ans, sa jeunesse. Vous ne pouvez pas changer de disque.
Alors, on va parler d'un autre sujet. On a eu Delon incarné la grande France, la ci, la ça. Non, non, ça fait très longtemps que la France, avec un certain prestige, un certain charisme, a disparu. Et on va parler encore du gaullisme, puisque c'est la boîte au cadavre, hein, typiquement française. Ça fait 60 ans qu'il n'est plus là, De Gaulle. Changer de disque. Il y a un livre dont j'ai adoré le titre et que je n'ai jamais lu. C'est un livre de Simone Signoret. Et elle a dit, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Qu'est-ce que c'est vrai? Tu peux avoir, moi j'avais de la nostalgie des années 70 ou des années 60. J'aimais bien les Buñuel, j'aimais bien les Romer, j'aimais bien l'autre jour avec Tatiana, on a revu Le Genou de Claire, tourné au bord du lac d'Annecy où je passais mon enfant dans les homes d'enfants. D'ailleurs, ça se passait plus ou moins bien, mais bon, c'était très sympa, mais c'est fini. On peut avoir la nostalgie quand on a 40 ans et qu'on se rappelle quelque chose d'il y a 20 ans, mais 70 ans après, quoi, ça rime de parler de la vie sexuelle de Delon dans les années 50. D'ailleurs, est-ce que ça parle aux jeunes générations? Je ne crois pas. On a l'impression que c'est une génération de gens entre 60 et 80 ans qui se font plaisir, comme Brigitte Bardot. Et Brigitte Bardot, elle a parlé d'une époque heureuse pour la France. Il ne faut pas le voir de trop près. Moi, quand j'ai travaillé sur la destruction de la France au cinéma, j'ai parlé d'un film d'Agnès Varda que j'ai toujours beaucoup aimé. Je l'ai appelé De La Paz en Bolivie, Agnès Varda. Et je lui ai dit, je suis content, il y a un festival Jacques Demy à la Cinémathèque de La Paz. C'est marrant, hein? C'était en 2004. Et en effet, j'ai toujours aimé Agnès Varda et Jacques Demy. Et enfin, les premiers films, parce qu'après, ça a baissé, hein, comme pour tout, hein, surtout 2000. Ces gens-là donc, ont été épuisés aussi par les années 60 et 70, et le pays est devenu fatigué, fatigué au niveau culturel. Et dans les années 70, ils font du répétitif. Delon joue au dur solitaire, il caricature son personnage du samouraï, il fait tout le temps le même. Et comment il s'appelle? Belmondo fait le bouffon, fait le guignol. Il y a un de ses films, tu te souviens, qui s'appelle Le Guignolo, celui qui se passe à Venise. Et après, ces gars-là, plus rien, pendant 40 ans, plus rien, et on attend leur mort, et on nous fait le coup comme s'ils venaient de faire un film l'an dernier. Non, 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 c'est hélas plus compliqué, et là, il y a un problème de nécrose culturelle française, on pourrait en parler, hein, mais qui date de 40 ans. Et ils y ont participé à cette nécrose, parce qu'ils n'étaient pas capables, tu parlais de Clint Eastwood, parce qu'ils n'étaient pas capables, comme Clint Eastwood et de grands auteurs américains, de durer longtemps. Et parce que ce n'étaient pas des auteurs, acteurs, réalisateurs, producteurs, concepteurs comme Clint Eastwood, qui en plus est capable de passer d'un domaine à l'autre. Il n'a pas fait tout le temps le dur du western qui vient donner des paires de baffes aux méchants, Clint Eastwood. C'est quand même autre chose. Et là, malheureusement, on n'a pas eu ça en France. Alors, on en revient à ce qu'on sait faire le mieux, la célébration. Alors, on a vu que Castelnau a fait un bon texte dessus. Il a compris un peu tard à quoi avaient servi les jeux, mais enfin, tant pis. Il a fait avec son texte habituel, son style habituel. On a compris que les jeux ont servi la soupe à Macron, que Bardella et Le Pen, en chantant chaque médaille, ont fait la soupe à Macron, et que les jeux se sont modestement bien passés, sans plus, mais ça suffit pour servir la soupe à Macron. Alors maintenant, on leur fait quelques jours de Delon. Et puis après, on va en parler, on va nous faire le coup du virus pour tout l'hiver, et puis on a ce marronnier du virus qui nous retombe dessus. Alors je vais juste passer à Kubrick. Donc je rappelle mon livre sur Kubrick. Et puis dans ma jeunesse, 1980, c'était l'époque où on pouvait encore interviewer Kubrick. Donc c'est pour ça que j'aime ce livre qui a été fait avec beaucoup d'argent parce qu'il a plein de belles photos publiées par Calman Levy. Michel Simon, tu sais, le critique du Masque et la Plume. Et donc, j'ai envie de revenir à l'Angleterre. Et alors, on voit que Kubrick, quand même, ça a amené des sujets de conversation un peu plus intéressants que ceux d'Alain Delon, hein, il faut bien le dire. Le cinéma français aussi n'a pas amené grand-chose au niveau de la conversation. Donc, Kubrick a fait un film sur cette notion du pouvoir totalitaire qui va s'appuyer sur les voyous. On voit ça en Angleterre. Donc, ils ont utilisé visiblement les musulmans hystériques dans la rue comme les mecs de droite hystériques dans la rue, et puis ils imposent leur dictature maintenant. C'est le sujet d'Orange Mécanique. Parce que le sujet d'Orange Mécanique, c'est pas il aime Beethoven, il aime violer, il aime la violence. C'est plus compliqué que ça va un peu plus loin. Le sujet de Orange Mécanique, c'est on installe une dictature. Il ne faut pas oublier aussi que le pouvoir dans le film incarné par l'excellent acteur Anthony Sharp, recrute les anciens copains de Alex comme flics. Et on a une police extraordinairement violente en France, on le sait, et tous les gens de droite, toujours aussi subtils et malins, vont continuer de faire l'éloge de cette police et de l'armée qui ne sait que faire le jeu des Américains, vu que la France est devenue un simple dominion.
Donc, Kubrick rappelle que son personnage de ministre est un Tory, c'est-à-dire c'est un gars de droite, ce n'est pas un socialiste. Il était étonné par la bêtise de la critique. Il dit d'ailleurs à Simon qu'ils ont toujours été hostiles à ces films en Angleterre. Ils ont une critique qui est déjà très à gauche à partir des années 60 et qui comprend rien. Quant à Patrick McGee, là c'est plus intéressant. Il représente l'opposition d'extrême gauche radicale. Il dit que le peuple doit être mené, conduit, poussé. Le peuple vendra sa liberté pour une vie plus facile. Ça, c'est la définition du pouvoir selon Dostoïevski. Hein. J'en ai parlé du thème du grand inquisiteur. Les voilà donc les activistes d'extrême gauche, ce n'est pas un libéral. Et Simon le dit très intelligemment, mais ce pourrait être les termes même d'un fasciste. Et l'autre répond, Kubrick, bien sûr, cela est vrai des deux points de vue extrêmes, celui de gauche comme celui de droite. Les extrémistes partagent le même mépris des hommes, ils diffèrent principalement dans leur programme. Je me demande d'ailleurs si ce programme est si différent que ça, hein, parce que finalement, c'est le culte de l'État. On a dit beaucoup de mal des socialistes la semaine dernière, on va continuer. Le fondateur du fascisme est un ancien socialiste, hein, un instituteur socialiste, qui était quand même rédacteur en chef de l'UNITA, De le la journal Vanté. socialiste pendant la De la guerre, Vanté. De la Vanté. avant de virer de bord, sans doute acheté par les Français, et de se mettre à réclamer la guerre inutile qu'a faite l'Italie, qui lui a coûté 600 000 hommes, qui a ruiné son économie, alors qu'elle pouvait profiter de la guerre comme l'Espagne, tranquillement derrière le rideau des Alpes. Et elle n'a rien eu en échange, et ça a donné le fascisme, par contre. Ça Tu a donné parles le de fascisme. Mussolini, pour si les gens ne comprennent pas. Tu parles de Oui, Mussolini. oui, oui, je parle de Mussolini, bien sûr. Donc, Kubrick, dans Orange Mécanique, on va reparler à propos de l'Angleterre, décrit aussi des villes nouvelles. Alors, je vais revenir sur ce thème, j'ai commencé là-dessus parce que, évidemment, c'est le sujet de Mélodie en sous-sol de Audiard et de Verneuil. On a une mise en place de ces villes nouvelles après la guerre, c'est à croire qu'ils voulaient être bombardés pour ça. Je finis par me demander la question. On sait qu'il y a plein de villes qu'on a laissé bombarder politiquement. Il y a une ville qui joue un rôle important dans un épisode de Patrick McGowan, Dangerman, Destination Danger. C'est une ville où on forme des espions russes en Angleterre. Or, évidemment, le feuilleton ne pouvait pas être tourné en Russie. Il a été tourné dans une ville nouvelle anglaise, qui est à 30 kilomètres de Londres. Et le décor est neutre. Tu as l'impression que tu peux être nulle part. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout le caractère britannique, comme il peut y avoir le caractère campagnard français. Je pense toujours à mon film préféré, à Farbic, qui a été financé par les Américains, c'est quand même un comble, et qui a été tourné dans l'Aveyron. Je me demande à quoi ça ressemble maintenant, le pauvre Aveyron. Nous, en Espagne, on a cette chance d'avoir encore une culture du pueblo, c'est-à-dire que la petite ville espagnole ressemble encore à une petite ville espagnole. Pas partout, je suppose qu'en Catalogne, ils ont fait un effort pour déshumaniser le pays, mais je sais que pas partout, tu ne peux pas tout détruire. Mais il y a encore ce village, mais il y a même encore la ville de 20, 30, 40 000 habitants qui ressemble à quelque chose. Parce qu'un village, c'est facile, en plus, tu le préserves pour le tourisme. Mais une ville de 30 à 40 000 habitants, c'est plus difficile. En France, on a tout bousillé avec les pancartes, avec les supermarchés, avec les Oui, ronds-points. les banlieues, En oui. Andalousie, non. Ça, c'est un des éléments pour lesquels je suis content de vivre en Espagne et pour lequel les gens me rassurent. Et quand donc tu as déshumanisé le décor, quand tu as tracé des lignes et que tu t'es contenté de dire on va mettre ça là, ça là, ça là, ce quartier ça sera pour ça, ce quartier ça sera pour ça, on ira de tel endroit à tel endroit de cette manière, les mecs débarquent encore les antisystèmes avec les villes 15 minutes. Moi d'ailleurs, ça ne me dérange pas hein, d'être dans une ville 15 minutes. J'en ai rien, je ne vais pas marcher une heure tous les jours hors de mon centre-ville juste pour leur faire plaisir aux antisystèmes, je m'en fous. Mais le syndrome de la ville mathématique qui a été fabriqué dès le XVIe siècle par Campanella et la Cité du Soleil, par les utopistes, qui a été renfloué au XVIIIe siècle par Claude-Nicolas Ledoux, l'architecture française et l'architecture des Lumières. Versailles, je voudrais savoir, moi, si c'est pas non plus une espèce de projet technopolistique qui date de cette époque, hein, et qui ressemble pas du tout à un château traditionnel. Versailles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et comme disait une brave dame à cette époque, il faut périr en symétrie. Donc on était déjà dans un monde qui était proto-totalitaire. Et puis là, on est arrivé complètement. Alors on est arrivé aussi dans des villes où les gens ne se défendent plus. Et les gens ont lâché. Alors deux personnages qui me passionnent toujours grâce à Kubrick dans Orange Mécanique, c'est les parents. Les parents, c'est deux abrutis. Le père regarde la télé tout le temps, il regarde le journal. La mère, elle est déjà habillée comme Madame Houille dans Les Visiteurs. Leur fils les déçoit, alors ils le remplacent. Et puis, ils n'ont rien à dire sur rien, et on a l'impression déjà d'une ambiance à la UNESCO. Ça, c'est l'homme moderne. Là, Kubrick montre l'homme moderne.
qu'on a fait de l'homme moderne, du couple moderne, de la femme moderne. Et là, on est simplement avec un fils voyou, et puis on va arriver au fils transgenre, je suppose, ou converti à l'islam, ou je ne sais quoi, etc. Après, en commencer en démocratie, on n'arrête pas le progrès. On est dans un monde décrit par Kubrick, et je pense qu'Orange Mécanique, certains critiques comme Kaganski disaient que c'était le film qui avait le plus vieilli. Ça me paraît une ineptie, mais totale. C'est un des films les plus récents, les plus acérés qui soient, les plus incisifs, les plus justes sur le monde tel qu'il est devenu, notamment dans la dystopie anglaise. Ça, c'est quand même extraordinaire comme remarque. Et chez Kubrick, on a ce trio de films invraisemblables où il annonce totalement le futur. Les guerres incessantes Est-Ouest dans Docteur Folamour, le super ordinateur, l'un dans HAL 9000 et même dans Docteur Folamour, la Doomsday Machine, tu te souviens, qui est en train de détruire la planète. La vie cosmonaute, j'ai fait un article dessus qui a été très lu, y compris d'ailleurs chez les Russes, parce que le sujet les intéressait. Je disais que l'homme moderne ou postmoderne vit comme un cosmonaute. Il mange très mal, il est seul, il est souvent dans des uniformes, il a toujours le pif devant des écrans, et la vie est devenue tellement chère qu'il sort très peu de chez lui. Donc en fait, on vit comme des cosmonautes. Le thème est devenu important parce que presque tous les films, on sait tous très bien qu'il n'y a pas de conquête spatiale, qu'il n'y en a pas eu, qu'il n'y en aura pas. Mais le conditionnement par la condition cosmonaute, oui, ça, c'est absolument essentiel. Donc ça, tout ça, c'est des textes que les auditeurs ou les lecteurs peuvent retrouver. Peut-être que je remettrai le texte sur le devenir cosmonaute de l'homme en ligne sur mon blog, mais il traîne partout, hein, notamment encore dans les éditions françaises de Spoutnik. Il faut passer par l'Afrique pour retrouver mes textes. Voilà, j'en ai fini pour Delon et pour Kubrick. Je pense que Delon, malgré tout, je lui ai rendu hommage parce que j'ai bien aimé ce qu'il a fait au début avec Visconti. J'ai bien aimé ce qu'il a symbolisé dans les années 60, cette espèce d'homme déchu, un peu luciférien, un peu fatigué, qui a été le héros de la décennie gaulliste, qui est la décennie, quoi qu'on en pense, du béton, des supermarkets, des drugstores et des autoroutes en France, hein. Et ensuite, on est arrivé à une France zombie, c'est-à-dire qu'à partir des années du 10 mai 1980, de la prise au pouvoir de la culture par Jack Lang et par l'extrême gauche, annoncée par, enfin, décrite par Zemmour, mais annoncée par Michel Debré. J'en ai déjà parlé dans mes textes sur De Gaulle, quand il parle des MJC des années 60 de Malraux, qui sont des nids d'extrême gauche. Donc, à partir de là, on a un effondrement total. Voilà, maintenant, je vais souffler un peu. Si tu as quelque chose à rajouter, comme ça, je souffle. Non, c'est bon, c'est bon. On va peut-être parler du nouveau virus qui arrive. Oui, ben moi, j'y connais rien, je m'en fous, disons la variole. Alors, le coup, je le trouve pas très brillant, moi, pour l'instant. Je trouve qu'ils ont mal joué. Alors, déjà, le 15 août, les mecs se grattent le nombril. Alors, peut-être qu'ils vont revenir à l'attaque en octobre-novembre et que le français, comme je dis, à force de se faire expliquer 24 heures par jour par BFM, LCI et CNews et tout le tout team, va comprendre qu'il est essentiel qu'il se vaccine, même si il m'a semblé aussi comprendre qu'il n'y avait pas de vaccin. Alors, il faudrait savoir. Ben, c'est très Peut-être qu'ils vont étrange. fabriquer le vaccin, hein. C'est très Comme on sait, étrange. ils sont rapides. Alors moi, je sais pas, on se dit, c'est pas possible, les gens peuvent pas être aussi cons. C'est ce que, il y a un Twitter que j'aime bien, c'est Au Bon Tweet français, pour des tweets élevés en liberté et bien nourris au grain. Il est C'est- encore c'est- plus déchaîné que moi, ce garçon, il s'appelle Victor Sinclair, enfin son pseudo. Et il se déchaîne sur la connerie des gens. Donc, on ne sait pas jusqu'où ça peut encore aller avec les Français. Et alors, il racontait hier qu'il essayait d'aller à la piscine. Alors, le pauvre garçon, il habite sur Paris et il va à la piscine. Déjà, il me fait un peu peur, hein, le grand résistant. Mais bon, moi, il y a un moment, je dis, attention, il y a un moment, il faut prendre position. Toi, tu vis en Sicile, moi, je vis en Andalousie. On a 330 jours de soleil par an et on n'est pas entouré de crétins, on est entouré de gens du peuple, de la campagne ou des petits pueblos. Il y a un moment, il faut quand même choisir l'endroit où tu vis parce que sinon, c'est mauvais. Si tu restes en Angleterre, dans les villes nouvelles, c'est mauvais aussi, hein. Ça donne Harry Potter, la preuve, hein, parce que là aussi, ça annonce assez bien ce qui allait se passer, Harry Potter. Mais bref, on a donc le virus qui joue. Alors, je vais encore faire ma pub parce que je crois qu'il n'y a pas un sujet important que je n'ai pas évoqué dans mes livres, c'est pour ça que j'en publie beaucoup. J'ai terminé sur les virus dans mon livre sur Internet Nouvelle Voie Initiatique. Et en fait, j'annonçais que les virus étaient extrêmement. Je parlais d'une apocalypse virale. Voilà, je vais le montrer. Apocalypse virale. J'espère que tu le verras. Oui, c'est bon, c'est Oui, visible. oui, le paradis virtuel est menacé. Les virus informatiques constituent une grande peur virtuelle, la peur de l'an 2001. Après le bug, les virus, au nom plus ou moins symbolique, répandent des peurs paniques dans des machines connectées.
révélant que la connexion ne va pas sans risque. Armageddon en hommage à l'Apocalypse, Troyan en hommage au cheval de Troie, Michelangelo au Tchernobyl en hommage à qui l'on sait, mais surtout I Love You en hommage à la doctrine de l'amour, sont autant d'êtres vivants susceptibles de se reproduire pour étendre l'étendue de leurs dommages. Les virus s'attaquent au programme, au système, aux macro-institutions. Parmi les plus terribles, on compte les worms ou vers de terre qui infectent la mémoire vive des ordinateurs et se déplacent de machine en machine via l'Internet. J'espère qu'on a compris de quoi je veux parler. Je suis en train de dire que, en fait, le virus en tant que tel, médical, leur importe assez peu. Ils nous ont conditionnés maintenant par la machinerie informatique depuis 40 ans, hein, parce que tout le monde est sur ordinateur depuis 40 ans. Moi, j'ai commencé à travailler vraiment sur ordinateur à partir de 1988. Ensuite, il y a eu Internet, on est tous connectés et ils peuvent nous conditionner à distance et reformater notre cerveau tout comme ils veulent depuis cette époque. Et ça n'a fait que se renforcer. On a vu que, en fait, on parlait beaucoup des années 60 avec Kubrick et Delon. On a vu qu'il y a une deuxième révolution culturelle catastrophique, c'est celle des années 2010. Année 2010, ça a commencé, mais ce n'était pas encore évident, je trouve. Année 2010, c'est devenu une catastrophe. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont pu imposer les migrants partout, le nouvel ordre mondial, l'Europe totalitaire façon von der Leyen, les agendas digitaux partout, l'intelligence artificielle et l'argent digital qui nous privera de toutes nos libertés, de tous nos mouvements. Je dis aussi que le virus accusé de tous les maux justifie la drogue, tous les remèdes, toutes les violations de la privacy. Certains en déduisent que les virus qui servent les administrations sont les produits de ces mêmes administrations, comme les groupes terroristes sont souvent les bras gauche armés des gouvernements. Je rappelle que ce livre, quand même, a fait la une du Monde des livres, c'est celui que tu m'as réédité il y a quelques années. Et malheureusement, on ne m'a pas tellement demandé de discuter le contenu du livre, hein. Par contre, j'ai eu pas mal de critiques sur ce livre à l'époque. Je crois qu'il y a une quarantaine, hein, il m'avait dit aux belles lettres, ce qui était beaucoup pour moi. Et malheureusement, j'ai en général été assez peu content de ce qu'écrivaient les gars. C'est un manque de culture, un manque d'esprit analytique. On voyait déjà la médiocrité de la presse et des journalistes. Même Le Monde, ça tournait autour de 666, le nombre de la bête. Alors chez eux, ça devient vite un nombre de la bébête ou une inclination au rire. Et ce qui était important, c'était de montrer donc que le virus, en fait, la notion de virus, pour moi, elle est plus informatique que médicale. Et qui nous ont détraqué le cerveau à partir de l'informatique et à partir de ces virus. Et si les gens ont tellement surréagi à cette notion de virus, alors que quand même, ça fait 150 ans qu'on avait les vaccins et 150 ans qu'on avait chassé les plus grandes maladies de la Terre, il faut quand même arrêter de nous prendre pour des imbéciles, hein. Si les gens surréagissent, c'est à cause de ça, du mot virus qui est devenu un mot à connotation essentiellement informatique. Et maintenant, on sait que l'informatique, c'est la capacité de commander aux gens à distance, de télécommander les gens. Et en fait, on a inversé le rapport qu'on avait jadis à la machine. Avant, avec la télécommande, on commandait la télé. Maintenant, avec la télécommande, c'est l'écran d'ordinateur, l'écran du smartphone ou l'écran de la télévision qui commande à ton esprit, te demande d'obéir à toutes les injonctions les plus abjectes de chaque gouvernement. Voilà ce que j'avais à dire essentiellement sur cette histoire de virus. Acheter Internet, nouvelle initiative, édité par mon éditeur Gilbert Dawed. Mais merci. Voilà. Et bonne suite de vacances et bon vaccin et bonne baignade. Voilà, bon Voilà. vaccin à tous. Exact. C'est la note positive de cette émission. C'est très étrange. Il paraît que le vaccin de la variole originale fonctionne aussi. Mais bon, c'est assez bizarre. On va voir comment ça va Ils sont dit évoluer. en Espagne, mais je me doute qu'ils vont pas se contenter de ça, Oui, oui, hein. oui, je doute aussi. Bon, alors, Pour bon, l'instant, on allez. n'a rien vu. On va voir jusqu'où ils vont aller. On va voir jusqu'où les cons iront. Moi, je me fais aucune illusion, on le sait. Voilà, bon, donc, bon, allez, David, c'est fini. Merci et à la prochaine.